Abdul al-Azred, savant, devin, théologien et philosophe damascène du IXe siècle, indique dans les fameux versets de son livre ésotérique que le monde est précédé d'infinies bibliothèques, au subtil truchement d'un temporel fantasme où l'âme tout entière se tapit sous l'étole d'un néant, où les journées s'étiolent, dans la jetée sans fin entre profonds abîmes, une toile, infinie extension d'une mémoire tangible, aussi fade à palper que la fumée des cierges, aussi lente. Ainsi nous pouvons dire du monde qu'il repose dans le berceau serein de toute bibliothèque, que celle-ci constitue l'humaine contingence et la nécessité qui commande les temps, que la lutte infinie pour la place qui a lieu, en un immense vaisseau de pierre et de métal, sous le regard souriant d'une montagne amusée, dont les milliers de mains ont fait surgir le bronze, brillant sous le soleil, oublié chaque jour au seul profit du livre, qui nous invente chaque jour, montre qu'il n'y a que ça, des livres et des pages, d'auguste rayonnage, implacable inclusion du sombre champ du monde. La traduction est de moi, bien sûr. Alors, ne craignons pas le néant et attaquons-nous à ces mystérieux versets. On peut tenter de comprendre de cette citation en affirmant que la préséance de la bibliothèque sur le monde s'entend au sens logique et conceptuel, mais aussi chronologique. Le réel existe dans la mesure où existe la bibliothèque, ni plus ni moins. Il en constitue un reflet, ou plutôt une extension. Aucun objet n'existe s'il n'est d'abord établi comme un sous-item de la bibliothèque, c'est-à-dire un contenu intégré dans un item, soit un livre. Les bibliothèques contiennent des livres qui contiennent des contenus, et la liste exhaustive de ces contenus dicte la mondanité. On a objecté à l'auteur des arguments frappés au coin du bon sens, mais absolument dispensables. Ainsi, certains mettent en rapport le fait que la bibliothèque contiendrait un nombre fini de livres, tandis que le monde se caractériserait par le volume indéfini, voire infini, d'objets. Non-sens. Le contenu, voire le nombre de livres dans la bibliothèque, quand bien même dénombrable par un patient travail poursuivi par une nuée de bibliothécaires pendant des années, appuyé par les moyens les plus pointus de la bibliothéconomie ou sciences informationnelles des bibliothécaires, demeure aussi inaccessible en tant que totalité que le nombre de côtés d'un kilogone pour une pensée non mathématique. La différence entre la bibliothèque et les objets existants relève d'une vue de l'esprit. La totalité des livres de la bibliothèque est un concept, la totalité du monde aussi. On évoque parfois même les progrès de la cosmologie et notamment la topologie de l'univers en expansion. Cela ne présente aucune incompatibilité avec la thèse du Damascène, car à travers leur politique d'acquisition, les bibliothécaires s'assurent que continue le chemin asymptotique vers la complétude de l'ensemble, et donc de la métamorphose du flux de production de contenu enserré en items livresques, à même de permettre en retour l'existence d'une collection indéfinie d'objets qu'on appelle vulgairement le monde. Ici, tout est clair. Autre argutie. Une bibliothèque est un lieu contenu dans le monde. Elle ne peut pas être la cause du monde, d'un point de vue logique, et ne peut être antérieure au monde. Variante temporelle. À une époque, les humains vivaient sans bibliothèque. Et il y avait bien des choses autour d'eux. Donc le monde existait déjà. Faux. Archi faux. Je sais bien qu'il existe des bibliothèques, qu'elles ont été créées et qu'elles disparaîtront. En revanche, la bibliothèque, ou si l'on préfère, la bibliothèque avec une majuscule et des guillemets, constitue le cadre par lequel tout objet est objet, dans une relation à un esprit, dans une descriptibilité, dans sa faculté à faire l'objet d'un accord interpersonnel ou rationnel. L'auteur réprouve l'usage de la majuscule qui conduirait à un raisonnement de type platonicien. Il entend par bibliothèque une fonction, une opération, qui s'incarne en lieu matériel, on y reviendra, mais qui n'est pas elle-même un objet, plutôt une machine à faire que les choses qui sont soient, c'est-à-dire qu'elles soient dans l'intelligible plutôt que dans l'obscurité du néant. En toute rigueur, on peut dire qu'il existe des objets, le soleil, la patristique, la doxographie stoïcienne, les chaises, les chatons, les particules non baryoniques. Parce qu'il existe un contenu afférent qui en codifie les caractéristiques. Que pourrions-nous dire des chats ou de la patristique sans ce contenu? Les chats nous seraient-ils seulement accessibles, avec leurs petites pattes et leurs coussinets, sans l'existence d'un groupe de livres portant sur les différents aspects du sujet morphologique, paléontologique, éthologique, environnementaux, éthiques, ce que l'on nomme une bibliographie.
Pire encore, que pourrions-nous dire de l'existence des chats sans ces éléments? Et donc pouvons-nous affirmer que les chats existent indépendamment des nombreuses entrées qui leur sont consacrées dans la bibliothèque? Rien à voir avec le platonisme, c'est très concret. Avant l'existence des bibliothèques, il y avait déjà sous une forme ou une autre, avant même l'invention de l'écriture, la bibliothèque. Rien à voir avec les multiples incarnations, exemples, dérivés historiques. Peinture rupestre ou chant des oiseaux, le support importe peu. Pour qu'il existe un monde, il faut une bibliothèque, c'est-à-dire une machine fabriquant les objets du monde. Ainsi, et nous répondons aussi à un autre argument, l'extension de la bibliothèque ne reflète pas celle du monde, mais bien au contraire. La bibliothèque s'étend, et ainsi le monde est créé, et ce peuple d'objets en une série indéfinie, mais tous connaissables à travers les catégories conceptuelles exposées dans la masse de documents que contient la bibliothèque. Les bibliothécaires en chef constituent ainsi les agents de cette extension ontologique, ou si l'on préfère, de ce dispositif ontique de fabrication mondaine. Par leur négociation incessante avec l'autorité dans laquelle s'inscrit le versant incarné de la bibliothèque, ou si l'on préfère, sa partie matérielle et visible, par la prise de mètres carrés, corrélat implacable de la politique d'acquisition, le nombre de volumes s'étend sur le plan numérique et géographique. Cette croissance a tendance à ralentir dans le domaine du visible. Dans les dernières décennies, seules quelques caves sont venues compléter le domaine de la bibliothèque et ont connu une immédiate et parfaite saturation par le savoir. Des périodes antérieures ont connu des actions bien plus spectaculaires, par exemple des rehaussements de bâtiments, l'annexion violente d'étages entiers, le percement de nouveaux couloirs ou de nouvelles dimensions, ces dernières situées très légèrement en deçà ou au-delà des 4 ordinaires, 3 spatiales, une temporelle, pour les gens qui ne sauraient pas. Ainsi, à ce point de son développement, les extensions de la bibliothèque dans le domaine physique comptent des lieux dans l'espace, le temps, et autre chose que nous pouvons décrire avec certitude par le truchement des géométries non euclidiennes, pas forcément conceptualisées. Mais ce point constitue un détail, puisque la plus grande partie de la bibliothèque se situe de toute manière dans le domaine invisible, c'est-à-dire dans le monde du concept. De sorte qu'il existe de multiples incarnations de la bibliothèque, plutôt qu'une réalité univoque, unique et monovalente. J'en connais à titre personnel un grand nombre. Cette situation ne s'entend pas à la manière d'une idée platonicienne, j'ai déjà dit, un noyau simple de signifiants qui trouverait dans la matérialité un nombre indéfini d'usages dégradés et imparfaits. D'images, dégradées et imparfaites. Chaque incarnation de la bibliothèque constitue une bibliothèque conforme à son concept, quoique incarnée, nous l'avons déjà dit, dans l'espace, le temps, d'autres dimensions davantage spéculatives mais non moins réelles. Je n'ai même pas spécialement fréquenté à titre personnel la bibliothèque dont il est question, pour être très honnête. Quoique sorbonnard moi-même, par le truchement d'une licence, d'une maîtrise, d'un diplôme d'études appliquées à des objets eux-mêmes plutôt métaphysiques, voire performatifs. Je n'ai pas fréquenté la bibliothèque plus que cela. J'étais en classe préparatoire à Sainte-Geneviève, bibliothèque Sainte-Geneviève, pas très loin. Puis je traînais mes guêtres rue d'Ulm, là il y avait une bibliothèque. De même que l'étudiant aviné achève sa course au petit matin dans les caniveaux de la fin de la rue Mouffetard, à côté des grilles arrière du lycée Henri IV. De même je m'échouais souvent sans mât ni fertiles îlots, dans l'ennui d'une fin du mois d'août à la Bibliothèque nationale de France, donc sur les quais de Seine. Voilà, pour achever quelques mémoires dont je ne me souviens plus du tout. Voilà. Je vins une fois ici, une fois. Cela me suffit. Je m'assis, guidé par un appariteur, une personne très gentille me demanda d'établir une liste d'ouvrages qu'aucune personne saine d'esprit ne consulte jamais. Puis je demeurai plusieurs heures en compagnie des livres et mes doigts machinaux effleuraient parfois le cuir de leurs livres. Puis on m'amena dans un amphithéâtre vide, à l'exception de quelques personnes, où je me livrai à une grande leçon, passage nécessaire pour intégrer un corps, ce corps étant celui des agrégés de l'enseignement secondaire, retenez les mots, intégrer corps agrégé, une eucharistie professorale comme seul notre pays en connaît encore. Je démissionnai peu après du corps. Et mon esprit erra à la surface houleuse et numérique du monde de celui de Karl Popper et déserta les bibliothèques, j'étais devenu un actif. Dès lors que je mis le pied hors des bibliothèques, je me mis moi-même à produire des signes écrits destinés à autrui. Voilà, comme quoi les maladies. Et donc à me mettre au service de ce grand courant qui, de maintes sources dispersées, forme de proche en proche un bassin hydrographique jusqu'à se jeter ultimement dans la mer des livres que constitue la bibliothèque. Je demeurai longtemps hanté par une phrase de Michel Houellebecq, que je rencontrai plus que je ne l'ai lu, la phrase, pas de Michel Houellebecq, à une exposition consacrée à l'auteur au Palais de Tokyo. Elle disait en substance qu'on écrit un livre parce qu'on a identifié qu'il manque quelque chose au grand système des livres, c'est-à-dire à la bibliothèque. Abdul al-Hazred ne m'aurait pas contredit sur ce point. Toute aventure livresque procède de la perception d'un manque, celui d'une œuvre qui compléterait l'ensemble des autres œuvres dans le système tendant vers une totalité asymptotique. On développe ainsi, en tant qu'auteur, un instinct de navigation plus ou moins sûr concernant les manques auxquels on cherche à répondre. Bien entendu, les meilleurs marins échouent lamentablement leur embarcation sur des hauts fonds, parfois, souvent. Pour autant, je procédais ainsi, cherchant patiemment à ajouter au grand tout, et donc en m'inscrivant dans le flux sans cesse alimenté qui génère l'extension de la bibliothèque. À cette condition-là, j'existais, et ce processus prit le relais très exactement au moment où je renonçais à produire une thèse de doctorat. Thèse qui aurait porté sur la question de l'ontologie des objets sociaux, comme par exemple.
Je renonçai ainsi par un courrier en bonne et due forme envoyé au rectorat à mon statut d'enseignant du secondaire. Je fus alors techniquement désagrégé et je commençais alors à gagner mon pain dans l'économie marchande. Ainsi, d'une certaine manière, quoique actif, je continuais à exister, du moins à me maintenir à la lisière de l'existence, c'est-à-dire des bibliothèques. Je découvris un peu par hasard que, tout en formant le monde, la bibliothèque constituait également le sujet du monde. En tant que dispositif par lequel est le monde, la bibliothèque nous emplit également du contenu adéquat par lequel le penser. Ainsi s'explique la connaturalité de l'intérieur et de l'extérieur, de l'âme et du réel, cette merveilleuse adéquation que d'aucuns appellent l'intentionnalité et qui n'a rien d'une projection vers. Nous sommes, et ce nativement, depuis le début, du moins depuis nos plus lointains souvenirs, car la bibliothèque se charge de nous enseigner, à mesure que nous la découvrons, ce qu'est l'être à travers la multitude d'objets qui la composent. Ainsi, nous voyons la chose, elle existe comme chose, et non comme une masse indifférenciée, parce que nous disposons, au fur et à mesure de notre découverte de la bibliothèque, des mots pour dire et pour décrire. Et l'être en question, à jamais détaché du reste du monde, rendu existant par la grâce de cette découverte, se trouve alors paré de propriétés bien au-delà du choc brut de la rencontre, du surgissement premier du mot. Nous pouvons le décrire dans ses caractéristiques visibles et invisibles, parce que des traités ont été écrits, synthétisés en livres de vulgarisation, ramassés en ouvrages pour enfants, jusqu'à notre petite main potelée qui n'en demandait sans doute pas tant dans l'exercice parental de la lecture du soir. Et dans la continuité de cette réflexion, je m'interroge sur la différence entre notre intériorité et celle d'un de ces items que contiennent les livres. Ne sommes-nous pas nous-mêmes à la fois des lecteurs, mais aussi des objets au sein du monde? Comment les autres peuvent-ils nous percevoir autrement qu'outillés par la compréhension que procure la bibliothèque? Je parais aux yeux d'autrui, sans certitude sur le degré d'unicité que celui-ci décèle en moi, faible sans doute quand nous nous croisons un peu par hasard au carrefour de l'Odéon, chacun marchant dans une direction opposée, l'un entrant et l'autre sortant de ce restaurant que les éditeurs ont cessé de fréquenter, on y mange mal, voilà, on mange très mal. Car si nous nous connaissons de loin, nous nous reconnaîtrons vaguement et un simple geste de la main suffira, tandis que chacun partira en ayant classé l'autre dans une catégorie simple, de sorte qu'en se souvenant peut-être de cette rencontre, Marie-Charlotte, j'ai croisé cet auteur de science-fiction, tu sais, le chauve, super pédant, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà. Alors, comment pouvons-nous savoir tout cela sur cette rencontre fortuite si la bibliothèque ne nous a pas déjà offert tant de modèles d'auteurs de science-fiction, de pédants, de chauves, si nous ne disposons pas d'une théorie complexe de la calvitie? Voilà. Et donc, à quel moment cessons-nous de ne capter d'autrui que les bribes des indications conceptuelles générales? Quand cessons-nous la combinatoire d'items chauve, pédant, science-fictif? Jamais. Nous serions tentés d'affirmer que cela n'arrive jamais, même s'il ne faut pas dire qu'il ne faut jamais dire cela. La combinatoire s'enrichit au fil de nos fréquentations, les théories convoquées gagnent en complexité, en épaisseur, à mesure que nous apprenons la sociologie, l'ethnologie, la psychologie individuelle, la biologie, dans le cas de la calvitie. Et nous gagnons en maturité, formulant ainsi nos propres théories sur le monde et les autres qui viennent en retour lorsqu'elles en sont dignes, lorsqu'elles apportent quelque chose de nouveau, lorsqu'elles rentrent dans le système, du coup, voilà, enrichir la bibliothèque. Et ainsi nous est révélée une vérité fondamentale. La bibliothèque produit aussi les humains, ces farfadets agités dans ses salles, ses rayonnages et ses couloirs, qui forment aussi bien le peuple silencieux de ses lecteurs et de ses agents, de ses consommateurs et de ses contributeurs, tous produits par son agir, extrudés du néant par le foisonnement conceptuel dont elle concrétise les multiples potentialités. Et en poussant, nous apercevons que nous ne nous connaissons nous-mêmes que par ce truchement, que nous identifions en nous encore d'autres items que ceux du monde matériel, des sentiments, des idées, impressions, ambiances, tout ce substrat subjectif par lequel il existe une conscience, plutôt que rien en nous, en lien avec les choses, seulement parce que nous pouvons les détourer, les classer, les expliquer, en rendre raison et les lier entre eux, sur la base d'une masse de théories du moi, de l'âme, de la subjectivité, de l'intériorité. Appelez cela comme vous voulez, tant que vous n'imaginez pas aller les chercher hors de la bibliothèque, qui les contient tous, puisque telle est sa définition. Nous n'existons que dans la mesure où la bibliothèque rend raison de nous, et alternativement, sans elle, quelque chose s'agiterait dans l'éternelle nuit entre deux néants, celle où tout finit par mourir, même la mort. Alors nous découvrons quel est notre sort. Jeunes, nous avons surtout parcouru la bibliothèque, et nous avons appris bien des choses qui nous ont servi de truchement pour accéder au monde. Et tandis que nous parcourions les infinis rayonnages, nous apprenions, et dans le même mouvement le réel surgissait. Et puis en grandissant, nous lisons moins de livres, nous parcourons ceux que nous avons stockés dans la petite salle que nous contenons et qui forment la part intéressante de notre intériorité. Celle où sont rangés des morceaux de livres, des connaissances, des items, ce qui nous reste des théories complexes, des bribes. Nous marchons, pour ainsi dire, à l'intérieur de nous, dans un de ces palais mémoriels que nous décrivent les auteurs de l'Antiquité. Lieu complexe, brouillon, sujet, comme tout ce qui est humain, à des bizarreries, des raccourcis, des approximations. Lieu qui n'existe qu'en dépendance,
avec la bibliothèque qui a fourni tout ce fatras, l'inutile et l'utile, le vrai et le faux, le rêve et le monde. Nous vieillissons, il fait davantage froid dehors et dans nos os, la mort arrive. Certains reviennent à la bibliothèque, les plus chanceux ne l'ont jamais quittée. Ils regardent l'univers à travers ses fenêtres, quand ils daignent lever la tête de leur livre. Nous mourrons bientôt. Peut-être demeure-t-il notre nom dans une bibliographie, dans un registre, dans une note de bas de page renvoyant à un article que personne ne consultera jamais, car sans doute perdu, non entre deux abîmes, mais en bas d'une pile, et cela suffit. J'ai terminé.